Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Bienvenue dans notre podcast où nous explorons aujourd'hui l'histoire fascinante du palais et du parc Longchamp à Marseille. Ce site emblématique est non seulement un joyau architectural, mais aussi un exemple d'évolution des jardins publics en France. Plongeons-nous dans cette aventure. Commençons par le palais Longchamp, dont l'élément central, le château d'eau, célèbre l'arrivée de l'eau de la Durance à Marseille. L'architecte Henri Espérandieu a voulu faire de l'eau le protagoniste de ce jardin en intégrant une magnifique cascade de plus de 20 mètres de hauteur. En 1862, alors que le chantier commence tout juste, Henri Verne, dans son ouvrage « Promenade à Marseille », compare le projet de la mise en scène de l'eau de Longchamp à ceux dessinés par le nôtre, notamment à Saint-Cloud. Quand on verra jaillir sur le plateau de Longchamp l'immense jet d'eau qui, en tombant, inondera de nappes et de cascades toutes les pentes voisines couvertes de vases et de statues, Marseille aura son Saint-Cloud. Car l'auteur paraît s'être inspiré de ce jardin de nos rois, et on ne peut que le remercier de nous délivrer des rocailles dont il a tant abusé. Les lignes courbes et élancées des allées contrastent avec la rigueur des jardins formels. Au centre, la cascade et le bassin apportent une touche colorée, sublimant le jardin. Deux musées d'art et d'histoire naturelle enrichissent cet espace, relié par une colonnade dont la vue sur les collines environnantes est tout simplement spectaculaire. En 1862, la vue, toujours d'après Henri Verne dans Promenade à Marseille, nous raconte. De ce point, l'œil se porte sur la vaste enceinte de la ville, dominée par le sanctuaire de Notre-Dame de la Garde sur son piédestal de rocher que la mer baigne de ses flots. Puis, sur une partie de la banlieue, semée de blanches bastides, et que ferme une haute barrière de collines bleuâtres que le soir couvre de si belles teintes de pourpre, de violet et d'or. La grande cascade. Plus de 20 mètres de haut, elle est un élément central de la mise en scène de l'eau devant le palais. Cette grande cascade de plus de 20 mètres tombe dans un large bassin. L'eau disparaît sous une terrasse pour ressurgir un peu plus bas. Elle glisse alors dans un bassin où des degrés ont été aménagés pour épouser la pente. Elle jaillit dans des vasques de bronze étagés jusqu'à onduler dans un dernier plan d'eau fermé par une balustrade qui sépare le palais du rond-point. De là s'élèvent deux puissants jets d'eau de 25 mètres de haut, disposés de manière à encadrer le pavillon central et le groupe sculpté qui s'en détache. La notice présente dans la base Bérimée nous rappelle que le programme iconographique est traditionnel, nymphées, dauphins, tritons et d'inspiration régionale, taureaux de Camargue, poissons et crustacés méridionaux. Le parc de Longchamp et ses jardins. Le parc de Longchamp, quant à lui, se divise en plusieurs styles, avec un jardin à la française devant le palais et un jardin paysager plus libre dans le jardin zoologique. Les petits îlots de verdure offrent une diversité d'espaces pour les animaux tout en créant une promenade agréable pour les visiteurs. Des corbeilles de fleurs, symboles de prestige et de renommée horticole, animent les allées. Leur entretien régulier permet de renouveler les décors et d'offrir aux visiteurs un jardin changeant au fil des saisons. Les fabriques et l'architecture du zoo. Dans le jardin zoologique, des constructions emblématiques comme le pavillon de la girafe, le pavillon de l'éléphant et le kiosque à musique témoignent du savoir-faire architectural de l'époque. Ces fabriques rustiques et ornées rappellent le désir d'imiter la nature et d'émerveiller les visiteurs. On trouve également la volière aux perroquets, les cages aux ours. Les cages aux fauves se composent de deux types de construction. Un bâtiment de 34 mètres de long sur 6,60 mètres de large, sur lequel est adossé 4 cages métalliques identiques. Pendant la journée, les lions, tigres ou autres fauves étaient exposés au public dans les cages, tandis que le soir, le bâtiment leur servait d'abri. L'eau et les bassins. L'eau, omniprésente sous différentes formes, rythme le paysage. Des bassins, un grand lac aujourd'hui disparu et même une grotte cascade ajoutent à l'illusion d'un environnement naturel loin de l'urbanité. La grotte cascade est l'un des éléments emblématiques de la composition du jardin de Longchamp. Elle constitue un élément ornemental incontournable. Entièrement artificielle, cette construction réalisée en moellon et ciment est décorée avec des stalactites date de l'aménagement d'origine du jardin. L'objectif était alors de créer l'illusion qu'il s'agissait d'une cascade naturelle. Elle appartient à une forme d'art restée longtemps décriée et encore aujourd'hui méconnue, tout à fait inédite et éphémère qui s'est développée entre la fin du XIXe siècle et le second quart du XXe siècle. Ce type de réalisation est typique des parcs paysagers, notamment des parcs créés sous le Second Empire. Les projets d'Alphand, entre autres, en comptent un grand nombre. Les buttes Chaumont et le bois de Boulogne à Paris, le parc Borilly à Marseille, etc. On peut également citer la grotte cascade du jardin de la Magalone, dessinée par Édouard André, imiter la nature pour faire oublier aux promeneurs qu'il est en plein cœur d'une ville et le transporter dans un paysage naturel et idyllique. Voici les objectifs de ces constructions de la fin du XIXe siècle.
Des fontaines Wallace est également présente. La fontaine de Wallace, installée dans le parc de Longchamp, est une figure familière du décor de la Troisième République. La première fontaine de Wallace, initialement nommée fontaine à boire, tire son nom et son origine des nombreuses drinking fountains anglaises. Rapidement rebaptisées fontaines Wallace, elles poursuivent néanmoins les fonctions de leurs consoeurs londoniennes, puisqu'elles ont été créées à l'usage des passants et installées de ce fait dans les lieux de passage très fréquentés, comme les boulevards extérieurs et intérieurs, mais aussi à proximité des gares. Le sanctuaire et l'éclairage. Le parc se distingue également par sa statuaire, hommage à de grandes figures historiques, bien que leur disposition manque parfois d'harmonie. Les éclairages immobiliers du parc, bien qu'évasifs dans les sources, complètent l'atmosphère enchantée de Longchamp. En 1891, un monument en hommage à Alphonse de Lamartine, le buste en bronze réalisé par Simon, sera fondu en 1942 et remplacé en 1943 par une statue en pierre. En 1909, statue d'Alphonse Monticelli, réalisée par Auguste Carli, elle est dans un premier temps placée sur le corps de Joseph Thierry, puis installée à Longchamp. En 1932, monument en hommage à Frédéric Mistral, réalisé par Louis Bottinelli. En 1991, statue de Ernest Reyer et de Paul Gondard, qui arrivent sur le plateau après avoir été érigée en 1934 sur le péristyle de l'Opéra. En conclusion, le palais et le parc de Longchamp sont bien plus que de simples paysages. Ils sont le reflet d'une époque, témoignant de l'importance de l'eau et de la nature de notre patrimoine culturel. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. À bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire.